Comment ça fonctionne une opération de LBO ? C'est assez simple, on peut faire un parallèle qui va parler à tout le monde. Vous voulez vous acheter un appartement avec de la dette, il vaut 100, vous allez voir votre banque et vous allez lui dire combien tu peux me prêter pour acheter cet appartement. La banque va regarder votre capacité à rembourser cette dette et à payer les intérêts, et puis peut-être qu'elle va vous dire je peux te prêter 70. C'est pour ça qu'on dit qu'un des avantages des secondaires aussi, c'est que ça atténue l'effet courbe en J. Voilà. Donc la fameuse courbe en J, si tu veux juste en quelques alors mots. la définition propre de la courbe en J, c'est sur la valorisation. Quand on est investisseur dans un fonds primaire et qu'on ne connaît pas bien, on a je peux dire qu'au bout d'un an, on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que la valorisation est inférieure à l'argent qu'on a engagé. Quand on reçoit son premier relevé, ça peut surprendre. Si personne vous a expliqué, vous allez vous dire « Ah mince, j'ai raté quelque chose ». En plus, on achète avec une décote, donc finalement, c'est un peu génial. Est-ce qu'il y a des inconvénients malgré tout au secondaire ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, par rapport à un fonds primaire, la performance attendue peut être un peu moindre ou pas ? J'imagine qu'il y a quand même des contreparties. Et si tu te doutes, sinon il n'y aurait pas, ou en tous les cas, le marché primaire, ça ne marcherait plus parce qu'il n'y aurait plus de primaire pour alimenter le secondaire. Non, effectivement, tu restes dans l'actif moins longtemps, tu achètes effectivement avec une décote, mais du coup, tu n'as pas forcément la même rentabilité. On s'attend sur les fonds nous qu'on sélectionne, qui sont établis depuis de très nombreuses années, qui sont des spécialistes. Ils ont rendu en moyenne, quand on prend les frais qu'on prend pour que l'investisseur puisse savoir ce qui arrive dans sa poche, autour de... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Win, le podcast des placements performants. Et dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'une thématique d'investissement qui est encore méconnue ou trop méconnue du grand public, le private equity. Et quand on parle de private equity, on parle de plein de choses et on va voir qu'il y a beaucoup de secteurs différents dans le private equity. Et l'épisode va être surtout dédié sur la thématique des fonds secondaires. Et pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir un grand spécialiste du private equity, notamment du secondaire, que j'ai nommé Pierre-Olivier Desplanches. Bonjour Jérémy. Bonjour Pierre-Olivier, je suis ravi de t'accueillir. Alors tu es un grand spécialiste du private equity parce que ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce secteur-là et tu as notamment passé plus de 18 ans dans un fonds américain qui est basé à Paris, qui est Carlyle, un grand nom du private equity, et c'est la raison pour laquelle je suis très content de t'accueillir parce que tu as plein de choses à nous partager sur cette thématique d'investissement. Oui, effectivement, en ce qui me concerne, donc j'ai fait toute ma carrière en private equity. J'ai rejoint ce fonds d'origine américaine Carlyle en 1999. À l'époque, pour remettre un peu en perspective, Carlyle gérait à peu près 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, il gère 400 milliards de dollars ou plus. Donc ça vous en dit long sur le développement de cette firme, mais aussi de ce marché au cours des 25 dernières années. Et donc j'ai eu la chance de rejoindre le début d'équipe parisienne qui se constituait à ce moment-là parce qu'ils avaient levé un fonds d'1 milliard d'euros sur la stratégie LBO en Europe. Donc on a investi ce milliard avec 3 autres géographies en plus de Paris. Ça s'est bien passé, du coup on a pu lever et investir les fonds successeurs. Et effectivement, je les ai accompagnés presque 20 ans sur 4 générations de fonds, le plus gros faisant 5 milliards 3. Et j'ai eu l'occasion d'investir dans des industries diverses et variées. Aujourd'hui, comme on pourra en parler, le marché étant beaucoup plus profond, les grands fonds de private equity européens ont des équipes sectorisées. Donc vous avez des gens au sein d'un fonds qui vont faire que de l'industrie, d'autres que de la santé, d'autres que des biens de consommation. Moi j'ai pu toucher à pas mal de choses. Donc j'ai investi dans des médias, dans des matériaux de construction, dans de l'industrie légère, dans de l'hôtellerie économique avec notamment B&B Hotel que les gens connaissent bien et qui s'est beaucoup développé dans le cadre de plusieurs LBO et qui est devenu un leader de l'hôtellerie économique en Europe, donc un cas d'école, et de l'hôtellerie de plein air exactement avec un autre acteur qui lui aussi s'est développé dans les mains de fonds pour devenir le leader de l'hôtellerie de plein air en Europe. Et donc tu as depuis cofondé ta propre société de gestion. Tout à fait, ouais. Dont tu es le directeur général aujourd'hui, qui s'appelle Arch Invest. Exactement. Et donc c'est aussi pour ça qu'on te reçoit, c'est parce que Arch Invest, c'est un nom qu'on entend de plus en plus parler dans l'univers du private equity, et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et donc Merci. Je pense qu'on va entendre beaucoup parler de vous dans les années à venir. Pour attaquer un peu cet échange et ce podcast, j'aime bien toujours remettre l'église au centre du village et dire de quoi on parle vraiment. Donc parce que les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont plus avertis que d'autres. On peut avoir des confrères d'ailleurs conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent, mais aussi des investisseurs ou néo-investisseurs qui s'intéressent à cette classe d'actifs que l'on entend parler de plus en plus. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même en introduction ce qu'est le private equity, de quoi on parle quand on parle de private equity, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière un sous-jacent, une classe d'actifs, il y a de la performance potentielle, il y a de la création de valeur,
Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec toi, c'est de pouvoir comprendre comment on crée de la valeur en private equity. Et on parlera plus spécifiquement de marché secondaire. Mais déjà, est-ce que tu peux nous redire un peu le private equity? Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par Oui, private tout à fait. equity? Mais peut-être juste avant, pour vous expliquer un petit peu comment je suis passé de ce monde d'investisseur dans des fonds de private equity à du coup gestionnaire et directeur général d'une société de gestion. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait une demande de plus en plus forte des investisseurs pour les grands fonds institutionnels de private equity. Et on voyait qu'on arrivait à un moment charnière de l'histoire où ces grands fonds de private equity commençaient à s'intéresser aux investisseurs particuliers. Ils se sont financés pendant 25-30 ans par des investisseurs institutionnels sophistiqués, des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance et des fonds souverains. Mais aujourd'hui, finalement, ils commencent à avoir du coup des parts de marché significatives chez ces investisseurs. Et donc, ils se disent, évidemment, on peut encore gagner des parts de marché, mais dans les 10 ans qui viennent, si on veut vraiment continuer à faire croître nos actifs sous gestion, il faut qu'on diversifie notre collecte de fonds. Et du coup, il faut qu'on trouve des nouveaux pourvoyeurs de fonds qui, idéalement, sont peu ou pas exposés au private equity. Et donc, ils se tournent naturellement vers les investisseurs particuliers, parce que c'est le cas notamment en Europe et en France, notamment, où les gens sont finalement très peu équipés là-dessus. Ce qu'on appelle investisseurs institutionnels, pour que les gens comprennent bien, ceux qui ne le savent pas, c'est des fonds d'investissement qui ont la capacité de mettre 15, 20, 50... Oui, c'est ça. Ça va être tu vois, des fonds de pension américains qui gèrent les retraites des Américains et qui ont compris depuis 25-30 ans que quand on sait sélectionner les bons fonds d'investissement, les bonnes équipes, eh bien, on a accès à des retours très élevés et finalement pas de casse. Donc c'est pour ça que depuis 25 ans, ils n'ont cessé d'augmenter leur exposition à ces grands fonds de private equity. Donc effectivement, eux, ils ont une approche institutionnelle, donc ils mettent des tickets autour de 20 millions, 50, 100, 200. Et là aujourd'hui, particulier ne peut pas faire. Ce qu'évidemment aucun particulier ne peut faire. Mais ce qui est fascinant aujourd'hui dans la révolution qu'on vit, et c'est un petit peu ça la genèse d'Archinvest, c'est qu'on s'est dit, finalement, nous on connaît l'écosystème de l'intérieur, on va pouvoir apporter une réponse à ces investisseurs particuliers et à ces partenaires, donc gestionnaires de fortune, qui veulent commencer à diversifier leurs clients sur cette classe d'actifs, parce qu'on va pouvoir aller sélectionner les bons gérants, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être conscient qu'il y a près de 15 000 fonds dans le monde, que la marque ne veut pas dire grand-chose. Si je vous parle même de Carlyle aujourd'hui, de KKR, Blackstone, ce sont des grands gérants du private equity, mais vous dire c'est bien ou c'est pas bien, ça ne veut rien dire, parce qu'ils gèrent des dizaines de fonds, donc il va falloir faire l'analyse au niveau de l'équipe, du fonds en particulier, et on ne peut pas non plus se reposer que sur le nom, parce que les marques d'hier, qui étaient peut-être les stars d'hier, ne sont pas forcément les stars d'aujourd'hui. Donc nous, on s'est dit, finalement, en connaissant cet écosystème de l'intérieur, en ayant été acteur, investisseur dans ces fonds qu'on connaît, on va pouvoir sélectionner ces gérants et aussi donner accès à ces gérants en structurant des véhicules intercalés. Donc nous, on va créer un véhicule qui va permettre d'accéder à ces grands fonds qui requièrent des millions, voire des dizaines de millions d'euros pour entrer. Mais nous, l'investisseur va pouvoir investir à partir de 100 000 euros dans notre fonds et on va agréger des tickets individuels qui, à terme, vont pouvoir atteindre le montant minimum pour entrer dans le fonds. Donc c'est comme ça en fait qu'on s'est dit on peut apporter une solution à cet écosystème parce que c'est une vraie révolution de palais aujourd'hui pour un investisseur particulier de pouvoir investir dans un fonds de qualité institutionnelle dans lesquels les institutionnels investissent depuis 25-30 ans mais avec des tickets beaucoup plus élevés. Sachant que quand on parle d'un ticket de 100 000 euros, c'est pas forcément 100 000 euros tout de suite puisqu'il y a les investisseurs qui n'ont pas l'habitude d'investir dans des fonds dits professionnels en private equity, il y a des appels de fonds qui sont faits sur plusieurs années. Est-ce que dans le mode de fonctionnement, tu peux nous rappeler un peu? Ouais, tout à fait. En fait, un fonds de private equity, le rationnel, c'est d'aller lever de l'argent auprès d'investisseurs. Donc, vous l'avez compris, historiquement, que des institutionnels, aujourd'hui des institutionnels et des particuliers, et d'investir cet argent sur 4 à 5 ans. L'idée, c'est, quand on est sur la stratégie LBO primaire dont on va parler, parce que, évidemment, pour parler du secondaire, il faut bien comprendre le primaire, on va confier l'argent à une équipe chevronnée qui va identifier des opportunités d'investissement et qui va essayer donc d'acheter des sociétés, de développer ces sociétés pendant 4 à 5 ans et de les revendre. Mais ce fonds, il est déployé sur 4 à 5 ans. Donc ça veut dire que auprès des institutionnels et aujourd'hui des particuliers, on recueille des engagements de fonds et du coup, on va appeler l'argent au fur et à mesure. Quand vous êtes un institutionnel, vous pouvez vous faire appeler 3-4 fois par an en fonction du rythme de déploiement du fonds. Évidemment, à l'échelle des particuliers, c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que oui, l'argent va être déployé sur 4 à 5 ans, donc on va essayer évidemment de traquer au mieux les appels de fonds des fonds sous-jacents, mais tout en étant pragmatique, en ayant un appel de fonds par an. Donc nous, on est en relation permanente avec les fonds
pour anticiper les appels qu'ils vont faire. Et du coup, on essaie de trouver le bon montant à appeler une fois par an auprès de l'investisseur pour que ce soit gérable. Mais donc, effectivement, tu fais bien de le rappeler, un engagement de 100 000 euros, ça ne veut pas dire 100 000 euros d'investis tout de suite, ça veut dire des appels au fur et à mesure qui sont en moyenne de 25% par an pendant les 4 premières années qui sont les périodes d'investissement. Et donc ça, c'est sur le mode de fonctionnement. Tu parlais de la logique de démocratisation. 100 000 euros, ça ne peut pas être un montant important selon les capacités financières que l'on a. C'est difficile de monter les private equity avec des tickets d'entrée plus faibles, ou c'est juste que ce n'est pas la philosophie aujourd'hui de Arch Invest, ou c'est des projets que vous avez en développement? C'est quoi un peu? Alors, effectivement, nous, on reste sur ce positionnement à 100 000 euros et plus. Le positionnement d'Arch Invest, c'est vraiment apporter toutes les solutions du nos côté aux investisseurs, toutes les stratégies possibles. Ça ne veut pas dire qu'on propose toutes les stratégies en même temps. Certaines nous paraissent plus pertinentes que d'autres compte tenu de l'environnement de marché. Aujourd'hui, on en a sélectionné 3, donc du LBO primaire, du LBO secondaire, et on ira en détail sur cette stratégie, et de la dette privée. Il y a d'autres stratégies, type venture capital, type immobilier, type infrastructure core, qu'on considère être peut-être moins pertinents aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'après-demain, on ne les proposera pas. Et donc, au sein de ces stratégies, on va aller analyser les fonds qu'on considère les meilleurs qui sont enlevés. Et donc, on va sélectionner ces fonds, les structurer dans des produits qui sont souvent des fonds de fonds. On a une verticale fonds de fonds qui permet à un investisseur à partir de 100 000 euros d'être diversifié dans plusieurs fonds et donc plusieurs dizaines de sociétés. Quand on parle de secondaire, on parle même de milliers de sociétés. Donc tu disais que pour bien comprendre le secondaire, c'est important de comprendre le primaire. Tout à fait. Donc pour expliquer de manière simple aux gens qui nous écoutent, donc le private equity, si tu pouvais nous redire vraiment en quelques mots ce que c'est, les différentes stratégies identifiées et ceux dans lesquels toi tu as des convictions aujourd'hui compte tenu du contexte de marché, ce qui nous amènera à parler du secondaire dans un second temps, mais déjà les stratégies primaires dans lesquelles il y a des convictions, ce que vous avez déjà expérimenté, là où il y a de la création de valeur, comment ça fonctionne. Voilà, tout à fait. Alors si on regarde le private equity stricto sensu, il y a à peu près 3 principales stratégies. Il y a ce qu'on appelle le capital innovation en français ou le venture capital en anglais. Là, vous êtes sur la phase de société la plus fragile. Vous êtes souvent derrière des équipes de fondateurs qui n'ont pas toujours de chiffre d'affaires, pas toujours de résultats positifs du coup. Et donc, c'est extrêmement volatile forcément. Vous êtes minoritaire quand vous êtes un fonds qui a accompagné le développement de ces entreprises. Vous êtes minoritaire aux côtés des fondateurs. Bon, nous, on ne propose pas ça aujourd'hui parce qu'évidemment, on ne va pas commencer à proposer à des gens une stratégie extrêmement volatile. Donc c'est quand on parle parce que tout ce qui fait rêver aujourd'hui, c'est l'IA par exemple. Donc voilà, tout à fait, mais l'IA va être utilisée par toutes les sociétés finalement pour optimiser les process, gagner en productivité. Mais effectivement, est-ce qu'on va investir derrière Mistral? Non, parce que c'est quelque chose quand même. Alors Mistral, ça paraît peut-être beaucoup plus solide que d'autres, mais en tous les cas, évidemment, on va vous parler que des succès dans la presse, mais évidemment, sur ce marché, il y a énormément de casse. Pour vous donner un ordre de grandeur, les ultra net worth, donc les gens très fortunés qui font du venture capital, vont allouer 1% maximum de leur patrimoine à cette stratégie. Donc, c'est vous dire évidemment à quel point c'est risqué. Évidemment, si vous investissez sur 150 sociétés, vous aurez peut-être une ou deux qui va surperformer, qui va rembourser pas mal de casse à côté. Ça, on ne propose pas ça parce que ce n'est pas du tout adapté à la clientèle qu'on vise et à l'éducation des gens qui ne connaissent pas bien cette classe d'actifs. Ensuite, vous avez une phase de maturité plus importante où la société est plus établie, se développe, mais a encore besoin de capitaux pour grandir. Et donc, on parle de growth equity en anglais ou de capital développement en français. On reste souvent sur des situations où le fonds est minoritaire aux côtés de l'équipe de management. Là encore, pour un nouveau produit, pour éduquer des gens, ce n'est pas forcément la stratégie la plus pertinente. Et ensuite, la société est beaucoup plus établie, elle est mature, elle génère des cash flows, mais elle est toujours sur un marché en croissance, elle a des perspectives de développement intéressantes. Et donc là, on est sur ce qu'on appelle le LBO, donc en anglais, le Leveraged Buyout, acquisition avec effet de levier. Et là, la grosse différence, et j'y reviendrai, c'est que le fonds, il est majoritaire dans la plupart des cas, aux côtés des managers, donc vous contrôlez le destin de l'entreprise. Et donc, comment ça fonctionne une opération de LBO? C'est assez simple, on peut faire un parallèle qui va parler à tout le monde. Vous voulez vous acheter un appartement avec de la dette, il vaut 100, vous allez voir votre banque et vous allez lui dire combien tu peux me prêter pour acheter cet appartement. La banque va regarder votre capacité à rembourser cette dette et à payer les intérêts, et puis peut-être qu'elle va vous dire je peux te prêter 70. Du coup, vous allez prendre 30 de votre capital, vous réunissez les 100 et vous achetez l'appartement.
Le LBO, c'est exactement pareil. Vous avez des fonds de private equity qui vont identifier une société qui les intéresse, ils veulent l'acheter et donc ils vont mettre de la dette, donc ils vont solliciter. Historiquement, c'était des banques traditionnelles de financement, des équipes de BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Société Générale qui étaient spécialisées là-dedans. Depuis 2009, BAL 3 a quand même complexifié l'accès au crédit auprès de ces banques parce que ça leur fait mobiliser beaucoup de dettes, beaucoup d'actifs de leur bilan. Donc il y a des fonds de dette privés qui se sont substitués aux banques mais qui jouent le même rôle. Vous allez voir ces gens-là, ils vont analyser la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette et ses intérêts et le fonds va vous proposer par exemple 70 et donc le fonds de private equity va mettre les 30 qui manquent. Donc c'est les 30 qui vont être appelés auprès des institutionnels et des particuliers qui ont investi dans ce fonds de private equity de LBO et avec les 100 ils vont acheter l'entreprise. Donc c'est ça une opération de LBO, donc c'est finalement pas si compliqué à comprendre, c'est une opération mais du capital et de la dette parce que la société est suffisamment solide pour rembourser cette partie de dette. Et donc, ce qui n'est pas forcément intuitif pour les gens au départ, c'est du coup, mais comment on crée de la valeur pour délivrer de la performance sur ce marché ? Alors, c'est le lien naturel. Donc, une fois qu'on a compris comment on faisait ce montage, la question c'est, on peut se poser pourquoi, en fait, des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance ou des fonds souverains accompagnent ces équipes, ces grandes équipes de private equity, de LBO depuis si longtemps et ont augmenté année après année leur exposition à cette classe d'actifs. C'est tout simplement parce que en fait, ces acteurs arrivent à délivrer des performances extrêmement élevées avec finalement, comme j'ai dit, un risque de casse très faible quand on sait sélectionner les bonnes équipes. Et eux-mêmes ont des équipes de sélection. Vous prenez CalPERS, qui est un fonds de pension américain de Californie. Donc le job de CalPERS, c'est investir l'argent des retraites des Américains, le faire fructifier. Évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Et donc CalPERS, ils ont une équipe dédiée qui va analyser les équipes de private equity dans le monde et sélectionner sur la base de leurs analyses les équipes qui veulent accompagner. Il y a finalement, j'ai envie de dire, 4 raisons au succès des opérations de LBO. Parce que quand vous regardez cette classe d'actifs, elle surperforme la plupart des autres classes d'actifs sur longue période, quels que soient finalement les cycles économiques, avec un premier quartile, c'est-à-dire les fonds les plus performants qui tournent autour de 20% plus net par an. Donc évidemment, on est sur des rendements très élevés. Certains nous disent « Attends, je ne comprends pas, c'est pas possible, il y a un loup ». Non, il n'y a pas de loup, c'est juste des process, des façons de gérer l'entreprise qui sont différents. Donc si tu me demandes par exemple, c'est quoi pour toi une société sous LBO, je vais dire c'est une société qui va être mieux gérée qu'une société qui n'est pas accompagnée par des fonds. Et toutes les études le montrent. En période de croissance économique, il y a une étude France Invest qui montre que les sociétés accompagnées par des fonds croissent 2 fois plus vite que les sociétés de l'économie française. Et en période de crise comme en 2020 où tout le monde a souffert, ça résiste beaucoup mieux. Donc quand on voit ce graphe, on se dit ok, alors pourquoi on a cette croissance supérieure et cette résilience bien supérieure. Il y a 4 raisons à ça, dont une qui est vraiment fondamentale. Bon, la première raison, c'est que quand on accompagne des fonds de private equity, on confie son argent à des équipes qui sont extrêmement chevronnées, qui sont extrêmement, qui ont un background académique extrêmement profond et qui sont triés sur le volet. Donc des gens qui sont très agiles, qui sont experts, qui sont très professionnels de l'investissement. Le deuxième aspect, c'est qu'au-delà des montages que vous faites, donc on met de la dette pour évidemment augmenter le rendement, vous allez restructurer les groupes parfois pour faire en sorte que vous payez le moins d'impôts possible, tamponner les intérêts de la dette avec les produits, mais surtout, vous allez analyser l'entreprise, vous allez soulever chaque pierre pour bien comprendre ce que vous achetez. Donc première étape, vous allez déjà travailler avec des cabinets d'experts sur le business, des gens comme Boston Consulting Group ou des gens comme McKinsey qui vont vous confirmer que le secteur sur lequel la société est positionnée est en croissance, qu'il n'y a pas de risque de disruption. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez des secteurs qui sont balayés par l'intelligence artificielle. Si je prends un exemple extrême, il y a 4 ans, vous regardiez une société qui faisait de la traduction de documents juridiques, même professionnels. Si vous n'aviez pas anticipé l'intelligence artificielle, vous allez prendre le mur parce qu'aujourd'hui, évidemment, plus personne n'est d'accord pour payer quoi que ce soit pour une traduction que vous pouvez avoir probablement presque aussi bien, voire mieux, grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous allez analyser ce genre de choses. Vous allez évidemment vous conforter avec l'équipe de management que son business plan est atteignable et pertinent, etc. Vous allez interroger des experts, des gens qui ont passé 30 ans dans une industrie et qui vont vous conforter que c'est une industrie intéressante. Par exemple, quand ça va moins bien, est-ce que les concurrents cassent les prix, etc., etc. Vous allez faire la même chose sur les chiffres parce que vous voulez être sûr de savoir ce que vous achetez. Si je prends un exemple extrême, vous achetez une société, un laboratoire pharmaceutique en 2020, évidemment, dans les chiffres, vous avez des revenus non récurrents. On sait très bien qu'en 2020, on vend des tests qu'on ne vendra pas en 2025. Et donc, vous allez nettoyer ces chiffres pour être sûr de savoir quel est l'EBITDA ou le résultat d'exploitation récurrent que vous allez
acheter. Vous allez vérifier évidemment qu'il n'y a pas d'autres risques, des procès fiscaux, juridiques qui ne seraient pas matérialisés dans le business plan. Quand vous produisez quelque chose, vous produisez des biens, évidemment vous avez un outil industriel, vous allez faire des visites de site pour être sûr que l'outil industriel est sain, et si ce n'est pas le cas, que le management a bien prévu des dépenses dans le business plan pour le remplacer. Donc tout ça, une fois que vous avez fait ce travail, vous vous êtes fait une conviction sur l'entreprise à un certain prix, et donc vous allez le présenter à votre comité d'investissement qui est constitué de gens comme vous, des partenaires, qui vont valider que oui, l'équipe a envie d'acquérir cette société à ce prix. Et puis donc, vous arrivez à l'acheter parce que le vendeur, vous vous mettez d'accord avec le vendeur. Et là, il va se passer une troisième étape qui est fondamentale et qui est peut-être la raison principale du succès de ces opérations de LBO, c'est que vous allez créer un alignement financier d'intérêt très fort. Vous allez dire à l'équipe de management, écoute, tu nous as convaincus, on est ravis de participer à cette aventure avec toi, mais pour achever de nous convaincre, tu vas investir lourdement dans l'entreprise. Et donc, vous allez lui demander d'investir 50% de son patrimoine, et si jamais c'est une opération de secondaire, tertiaire, c'est-à-dire dans le sens, ils sortent d'une opération de LBO, donc eux, ils vont toucher de l'argent, ils vont payer leurs taxes, et vous allez leur dire, tu vas réinvestir 50% du net après taxe. Il y a beaucoup de PDG qui adorent leur entreprise, mais qui vous diraient, en fait, si j'avais été libre d'investir moins et être plus diversifié, je l'aurais fait. Là, ils n'ont pas le choix. Et le pendant de ça, c'est qu'une équipe de gestion de fonds, elle investit aussi dans le fonds. Moi, quand je suis arrivé chez Carlyle, j'avais 28 ans, on m'a dit « Bienvenue chez Carlyle, tu vas investir chez Carlyle ». Je dis « non, j'ai 28 ans, j'ai pas d'argent ». On m'a dit « c'est pas les euros qui vont compter, c'est le pourcentage de ton patrimoine. Tu vas participer à des décisions d'investissement. Si elles sont bonnes, tu vas gagner de l'argent via le fameux carry interest. Donc, il y a 20% de la plus-value qui est réalisée par l'équipe de gestion qui revient dans les mains de l'équipe de gestion et du coup qui est ponctionnée sur ce que les investisseurs touchent. Donc ça peut être évidemment des sommes d'argent importantes quand vous êtes sur des gros deals. Mais si jamais les décisions sont mauvaises, il faut que tu aies mal, comme nos investisseurs. Et ce jour-là, j'ai compris la puissance de cet outil parce que finalement, tout le monde est dans le même bateau, on rame le plus vite possible pour en 4-5 ans créer le plus de valeur possible, sauf que parfois vous rencontrez des tempêtes. Moi évidemment en 25 ans, tu te doutes bien que j'ai pas eu que des sociétés qui ont surperformé leur budget. On est passé au travers 2009-2010 qui était quand même pas un petit coup de torchon. Et du coup, dans ces moments-là, on ne se dit pas, ok, c'est une crise mondiale, personne ne l'a vu venir, à part peut-être deux hedge funds aux États-Unis, on ne va pas nous en vouloir si on ne peut pas sauver l'entreprise. Ce n'est même pas la question qui se pose. Le management et toi, vous avez investi énormément d'argent. Et en plus, toi, si jamais tu plantes le fonds, évidemment, tu n'as plus d'avenir, donc il va falloir retrouver un job. Donc, c'est une pression naturelle qui est très saine finalement, parce que tout le monde se dit, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on soit agile et mine de rien, dans toutes les crises, tu trouves des opportunités que tu n'as pas quand le marché est parfait, que tout le monde voit le monde de la même façon parce que tu as des gens qui peuvent prendre peur, des gens qui sont un peu plus optimistes, etc. Donc nous, par exemple, à notre échelle, on a géré une société qui a été achetée au pire moment parce qu'on n'avait pas vu indirectement l'impact avec le marché américain de l'immobilier, donc tu te doutes bien qu'on a souffert. Les investisseurs ont pensé qu'ils avaient perdu leur actif parce qu'on leur a reporté pendant 8 ans 0,1 fois l'argent, donc ce qui est évidemment pas très agréable tous les 3 mois. Mais on s'est battu, c'était un gros deal. Si on le sauvait pas, c'était le fonds qui pouvait être planté. Et du coup, l'avenir de Carlyle en Europe qui était peut-être remis en cause. Au-delà de l'argent qu'on allait tous perdre, le management et tout. Donc on s'est battu, on a trouvé des solutions avec le management et 2 ans avant de revendre, on avait retrouvé de la croissance, on avait un résultat d'exploitation qui croissait à 2 chiffres. On est sorti avec un deal à 1,4 fois notre argent. Évidemment, on a été félicité par beaucoup d'investisseurs qui avaient fait une croix sur leur investissement, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu ces cordes de rappel extrêmement puissantes, est-ce qu'on se serait donné autant de mal? Est-ce qu'on se serait levé aussitôt, couché aussi tard, creusé la tête? J'ai dû prendre pas mal de cheveux blancs à ce moment-là d'ailleurs. Mais non, la réponse est non. Parce que là, on n'avait pas le choix. La question ne se posait pas. Il fallait forcément trouver une solution pour continuer à créer de la valeur sur cette entreprise. Je suis à 100% d'accord avec toi, d'autant plus que nous, chez Willim et Elite Gestion Privée, on accompagne régulièrement des clients qui se plaignent souvent du manque d'alignement d'intérêt, parce que leur interlocuteur traditionnel, c'est leur banquier. Du manque d'alignement d'intérêt entre les solutions qui sont proposées par la banque et eux, in fine. Et nous, ce qu'on leur explique au quotidien, c'est qu'on est là aussi pour trouver des acteurs qui ont cette culture d'alignement d'intérêt pour leur délivrer de la performance et pour faire en sorte qu'ils aient la motivation eux-mêmes sur leur propre argent pour délivrer de la performance. Donc je comprends tout à fait que ça soit ça le succès du LBO. Et on réplique ça, nous, à l'échelle d'Archinvest. Quand on sélectionne des fonds pour vos investisseurs, on se dit que ça va être un bon deal pour eux, une belle opportunité de créer de la valeur.
Donc de facto, ça l'est aussi pour nous. Donc on est friand de marché privé, comme tu t'en doutes. On a un peu d'argent fait de par notre carrière. Donc on investit dans tous les produits qu'on propose. Et la quatrième raison, c'est la façon dont les sociétés sont gérées. C'est assez différent d'une société cotée. Il y a principalement 2 axes qui sont différents. Le premier, c'est que, tu l'as compris, quand on achète une société sous LBO, il y a un projet derrière. On ne l'achète pas en se disant ça a l'air pas mal, bon marché, ok, on va voir ce qu'on en fait. On sait ce qu'on veut en faire. On veut l'amener d'un point A à un point B avec l'équipe de management dans un délai de 4 à 5 ans. Donc on a un projet. Et même si parfois c'est très dur de prédire l'avenir, hein, évidemment, si on pouvait, on ne ferait pas ce métier, ce qui est très rassurant dans un deal de LBO, c'est que vu qu'on a dépensé beaucoup d'argent, qu'on a une conviction forte sur la stratégie qu'il faut mener, c'est pas parce qu'il y a un coup de vent et que c'est plus compliqué qu'on va renverser la table. Le risque dans une société cotée, c'est que évidemment la performance s'amoindrit. Il faut trouver un coupable. Souvent, c'est l'équipe de management. On va le remplacer. Parfois, on fait venir une équipe pour des raisons politiques qui peut dire à l'équipe en place, bon, vous savez quoi, tout ce que vous avez fait avec l'ancien, on va faire l'inverse. Vous alliez au sud, on va aller au nord. Rien de garantit du tout que le nord va être mieux. Peut-être que c'est même pire. Nous, si on s'est convaincu que c'était la bonne stratégie, on va s'y tenir. Même si évidemment on est malin, on va peut-être changer de chemin, mais toujours pour arriver à ce fameux point B. Donc, on ne va pas retourner la table. Et moi, c'est ça ce qui me terrorise dans les marchés cotés, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stabilité dans la stratégie et que ça peut changer pour des raisons externes qui sont souvent politiques. Deuxième élément, c'est l'univers de temps, ce qui n'est pas le même. Une société cotée, c'est du temps long. On a un meeting tous les trimestres pour parler des résultats, de la stratégie, des ressources humaines, etc. Ce meeting formel, nous on l'a à l'échelle des LBO tous les mois, parce que 3 mois à l'échelle d'un LBO, c'est une éternité. Et un exemple concret, par exemple, pendant le Covid, on était confinés en mars 2020. Nous, on parlait à nos PDG tous les jours. Alors les gens me disent, non mais t'as pas des trucs à te raconter tous les jours. Parfois, effectivement, ça a duré 2 heures. Parfois, ça a duré 5 minutes. Parfois, ça a duré 2 heures. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on avait des sociétés qui continuaient à opérer. On en a vu dans l'habillement pour enfants qui était très digital. Donc oui, les magasins physiques étaient fermés, mais la plateforme digitale continuait. D'ailleurs, on a gagné des parts de marché à ce moment-là. Mais du coup, quand la Poste annonce un camion de moins la semaine prochaine pour livrer, parce qu'il y a du Covid, évidemment, il faut trouver des solutions. Et ça, évidemment, tu as des interactions beaucoup plus fréquentes avec tes équipes parce que tu as 4 ans pour créer le maximum de valeur. Donc, on met sous tension la société et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à transformer des sociétés qui sont pas forcément, tu vois, sur des secteurs qui sont en révolution. BNB Hotel, c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre parce que c'est une société, après 5 LBO, qui est devenue leader de l'hôtellerie économique en Europe et numéro 1 en Italie, numéro 1 en Allemagne et devant Ibis Budget sur cet acteur-là, qui a mangé la laine sur le dos à des grands acteurs qui étaient déjà établis en 90 quand BNB s'est créé et qui n'est pas dans un marché où il y a eu une révolution technologique qui a rebattu les cartes. Parfois, effectivement, tu as quelque chose qui change complètement la donne en très peu de temps et tu peux voir des acteurs émerger très rapidement. Là, on est dans une industrie mature. C'est juste en fait parce que la société avait des atouts et une stratégie extrêmement claire et solide et des équipes de management qui étaient très incentivées pour créer de la valeur. Et moi, quand j'en parle avec le PDG de BNB et que je le félicite, il me dit « Écoute, je ne sais juste pas ce que font mes concurrents ». Donc c'est assez rigolo sa réponse parce qu'il ne se considère pas comme un héros et pourtant, il a créé un groupe qui est devenu leader, qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros de résultats d'exploitation et qui a plus de 800 hôtels en Europe et maintenant ils sont même aux États-Unis. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait ces fonds arrivent à détecter des équipes de management de talent, des business models singuliers, une stratégie très claire et on met tous les moyens possibles, que ce soit humain ou financier, parce que le fonds est là pour aider l'entreprise à aller plus vite. Parfois, ça passe par le fonds qui a plusieurs bureaux dans le monde, qui va aider l'entreprise à se développer à l'étranger. C'est le cas de Moncler, car là, il a accompagné la croissance de cette société qui a été exponentielle parce qu'il y avait des bureaux dans 25 pays et qu'on a ouvert les portes de Moncler, qui étaient principalement européens, France, Italie, aux États-Unis, à Pékin, au Japon, dans un temps record. Parfois, c'est du capital financier où vous allez aider une société qui veut se consolider, qui veut racheter des concurrents, etc. Donc, vous êtes au service de l'entreprise pour créer le plus de valeur en très peu de temps. Quand on parle aussi de contexte de marché, il y a un petit bruit de couloir qu'on entend beaucoup là en ce moment sur le LBO, donc je profite de ta présence et de ton expertise pour en parler, et puis après on parlera un peu plus du secondaire qui est quand même la thématique du jour. Il y a eu pendant des années l'argent pas cher. Ouais. Je crois que tu vois où je veux en venir. Tout à fait. Et on commence à entendre pas mal de bruit de couloir et des gens qui commencent à être un peu des détracteurs du LBO. Qui disent oui mais
on peut délivrer de la perf facilement quand on fait du LBO avec de l'argent pas cher, mais quand l'argent commence à coûter plus cher, quid de la capacité des fonds qui lèvent en LBO aujourd'hui à délivrer de la performance sur les prochaines années. Donc là, on parle sur le primaire, on est toujours sur le primaire, mais c'est quand même une question intéressante parce qu'on en entend beaucoup dans la profession et nos clients qui sont les plus avertis, pour ceux qui sont les plus avertis, commencent aussi à nous poser ce genre de questions. Donc c'est bien qu'ils l'entendent de la bouche de quelqu'un qui a le nez dedans depuis plus de 20 ans. Non, mais c'est une très bonne question, mais la réponse est presque contre-intuitive. Parce que, moi je suis dans le métier depuis près de 25 ans, donc j'ai vu évidemment plusieurs cycles économiques où les taux d'intérêt étaient très bas, les taux d'intérêt sont remontés, etc. Il y a eu cette période très très longue, effectivement, pendant 8-10 ans, où les taux d'intérêt étaient négatifs ou nuls, où effectivement l'argent coûtait rien, il y avait abondance de capitaux et donc du coup beaucoup de concurrence. Donc là où tu as raison, c'est qu'il y a eu toute une phase où finalement, moi, c'est une phase que je n'ai pas beaucoup aimée parce que quand tu essaies de bien faire ton travail, tu essaies de faire ton analyse propre sur l'entreprise, de lever toutes les pierres, comme je disais tout à l'heure, tu arrives à la conclusion que la société valait 100. Bon, déjà, le temps que tu aies fait ton travail correctement, tu avais peut-être déjà quelqu'un qui l'avait acheté 120. En tous les cas, si tu remettais ta copie à 100, tu avais un banquier d'affaires qui te rionnait en disant que tu n'es pas dans le marché. Donc, il fallait accepter de surpayer. Donc, évidemment, quand tu te retrouves investi dans un fonds de 2019-2020 où tu as surpayé certaines sociétés moyennes, là, il y a un petit problème, c'est que 4-5 ans plus tard, tu as les mêmes acheteurs potentiels dans d'autres fonds qui avaient parfois même été en concurrence pour acheter l'actif, qui vont dire non, le monde a changé, ton actif, il vaut plus 12 fois EBITDA, il vaut 9 fois et encore. Donc pour ces fonds-là, ça va être problématique et ça va probablement nettoyer aussi le marché parce que tu as une période où effectivement, il y a des gens qui ont été trop cow-boys, trop agressifs, qui ont acheté des sociétés trop chères par rapport à la qualité intrinsèque de l'actif. Et là, effectivement, ça va être très très compliqué pour eux de relever. Ça, on est d'accord. C'est aussi pour ça, et on fera le lien avec le secondaire, que finalement, tu as quand même un temps plus long pour sortir parce qu'il y a des gens qui se disent, le marché n'est quand même pas dans de super conditions, je vais attendre un peu pour continuer à créer de la valeur, mais les institutionnels ne peuvent pas attendre, donc ils vont sur le marché du secondaire pour trouver de la liquidité, et donc ils acceptent des décotes très élevées. Donc c'est pour ça que ça crée cette opportunité dans le secondaire. Mais pour répondre directement à ta question, quand tu regardes sur très long terme, les meilleurs millésimes, c'est quand l'économie était difficile à lire. Donc le pire millésime, c'est 2010. Bon, c'est difficile d'y croire, mais en 2010, on n'y voit pas clair. C'est très difficile de se lancer et de faire une projection, mais les fonds qui ont été assez agiles pour se dire cette société, elle est solide, elle a un avenir et nous, on pense que l'économie va repartir, eh bien, ils l'ont acheté pas très cher. 4-5 ans plus tard, l'environnement a changé, la confiance était revenue, ils l'ont vendu dans de très très bonnes conditions. Inversement, le pire millésime, c'est 2005. En 2005, si tu savais que c'était le pire moment, évidemment, tu ne ferais pas ce métier. Là encore, il y a des fonds qui se lèvent en 2005, qui vont investir dans un marché relativement solide en termes de valorisation. Et puis 4-5 ans plus tard, patatras, tu es en pleine déconfiture. Il faut vendre les sociétés dans un marché, évidemment, très compliqué. Moins d'acheteurs. Ouais, et puis même les valorisations. Puis au-delà de ça, la performance étant faible, parfois tu perds la société parce que tu as des banquiers qui sont derrière et qui prennent les clés parce que tu as cassé les ratios financiers et tu n'arrives pas à t'en sortir, sauf à remettre beaucoup d'argent dans l'entreprise. Donc ça a été très compliqué, donc c'est le pire millésime sur une période. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs c'est ce que j'explique aux gens, nous on s'est lancé en 2022, pardon. On ne va pas se lancer à chaque fois que c'est pertinent, mais disons qu'on s'est lancé, je considère, à un bon moment parce que dans le LBO, quand tu sais sélectionner les bonnes équipes, tu vois que même pendant les cycles compliqués, ces équipes arrivent à délivrer de la valeur parce qu'il y a des process, ils sont très disciplinés, ils sont très agiles, ils sont très brillants. Mais évidemment, on ne va pas se mentir, il y a des périodes plus intelligentes pour rentrer que d'autres. Aujourd'hui, après cette période où les taux d'intérêt étaient négatifs ou nuls, où on avait beaucoup de concurrence, on est sur un marché qui est assaini, où finalement les fonds que nous, on a sélectionnés depuis 2022, donc qui étaient en levée et qui ont commencé à investir à cette période-là et qui continuent à investir, eh bien, investissent dans un marché qui est beaucoup plus attractif parce que c'est l'acheteur qui fait le prix. Aujourd'hui, l'acheteur, il ne surpaye pas l'actif parce qu'il ne prendra jamais le risque de se dire je ne vais pas miser sur le fait que dans 4 ans, les multiples remonteront. Le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui. Je vais faire l'hypothèse qu'il ne va pas s'améliorer d'ici 4-5 ans. Alors s'il s'améliore, tant mieux. On aura évidemment acheté très bien et revendu super bien. S'il reste le même, on fera le retour visé. Mais clairement, on ne va pas payer plus cher en se disant on va avoir une augmentation des multiples dans 4-5 ans. Ce n'est pas ce qui se passe. D'où ce que je disais tout à l'heure, un marché qui est relativement un peu gelé, où tu as beaucoup de banquiers d'affaires qui essayent de faire des deals, mais on arrive rarement à satisfaire le vendeur et l'acheteur. Donc c'est pour ça que tu as
beaucoup de demandes de liquidité des institutionnels parce qu'ils disent attends, on est année 4,5, il n'y a toujours rien, année 5 toujours rien, année 5,5, moi j'en peux plus, je vais voir certains fonds de secondaire et je suis prêt à accepter des grosses décotes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une opportunité assez unique en ce moment pour le secondaire, on y reviendra, parce que tu as accès à des sociétés avec une très très forte décote. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut juste dire que le fonds est rentré à un point peut-être trop élevé. Toi, si tu l'achètes au bon prix, et que c'est une belle société, ce que visent ces fonds qu'on sélectionne nous, évidemment, tu vas faire un retour très sympathique. Mais donc, aujourd'hui, et même moi, à titre personnel, je n'ai pas pu en faire au travers de mon enveloppe assurantielle pour des raisons qui m'avaient échappé, mais depuis 2022, je connais mieux ce métier, donc j'ai compris que c'était possible, eh bien, je me suis dit, c'est finalement un bon moment pour pivoter parce que on peut saisir des opportunités attractives compte tenu des prix de marché. Je ne dis pas qu'on fait 100% du chemin quand on achète bien, mais c'est déjà une grosse partie du chemin parce que les fonds qu'on va sélectionner, ils savent gérer. Ils recruteront les bonnes équipes de management, ils savent gérer. Donc après, il faut évidemment savoir bien sortir, mais on a quand même dérisqué énormément quand on achète une belle société au bon prix. Ok, et bah, du coup, ça fait une excellente transition pour parler du secondaire. Tu as commencé à évoquer l'opportunité de marché donc sur ce marché secondaire. Du coup, chez Archinvest aujourd'hui, comment vous l'appréhendez, ce secteur-là ? C'est quoi ta vision du développement du secondaire sur les prochaines années ? Et comment fonctionne le secondaire ? Ça va nous permettre aussi de parler un peu de la courbe en J, parce que c'est un sujet qui est propre au private equity, cette notion de courbe en J. Voilà, est-ce que tu peux... Alors, déjà, le secondaire, comment est né le secondaire ? Bon, début des années 2000, moi quand je rejoins Carlyle, l'essentiel des institutionnels qui voulaient sortir plus tôt pour des raisons internes, ils avaient besoin de liquidité, ils ne pouvaient pas attendre que les fonds leur rendent l'argent, ils devaient attendre. Bon. Et puis, au fur et à mesure, s'est développé un marché du secondaire, justement des fonds spécialisés pour apporter cette liquidité à des investisseurs institutionnels. Donc l'idée, c'est que s'est développé la première branche du secondaire, la plus importante, qu'on appelle le LP-led, c'est-à-dire opération menée à l'initiative du LP, le Limited Partner, c'est-à-dire l'institutionnel. Donc l'institutionnel va de lui-même solliciter des fonds spécialisés pour lui dire, voilà, moi par exemple j'ai acheté des parts du fonds 4 de Carlyle, du fonds 5 de PAI, j'ai besoin de liquidités avant que les fonds aient eu le temps de me rendre ces liquidités, est-ce que ça t'intéresse de me les racheter et à quel prix ? Donc le fonds de secondaire va analyser ce portefeuille et faire un prix. Alors l'avantage, c'est que on a évidemment, si on compare par rapport au primaire, du recul par rapport au portefeuille. Quand vous accompagnez un fonds primaire, il peut avoir déjà fait une opération, 2 opérations, mais sur un portefeuille de 15 ou 20, ça ne vous en dit pas beaucoup sur la qualité du portefeuille. Donc vous allez devoir, entre guillemets, faire confiance à cette équipe parce qu'elle est établie comme les fonds qu'on sélectionne depuis 15-20 ans, elle a un track record éprouvé, etc. Le secondaire, vous accompagnez des fonds qui vont analyser des portefeuilles dans les mains des fonds. Donc évidemment, on prend moins de risques parce qu'on sait ce qu'on achète. On voit bien si le départ depuis l'acquisition par le fonds s'est bien passé, si ça a été poussif, etc. etc. Donc l'actif sous-jacent, on a beaucoup plus de visibilité dessus. Donc ça déjà, c'est un point qui est assez important. L'idée, si vous l'avez compris, c'est que c'est comme à la gare où quand vous êtes en primaire, vous montez à la gare, quand vous êtes en secondaire, vous montez dans le train en cours de route. Donc l'opération est déjà dans les mains des fonds, elle continue à prendre de la valeur, mais vous rachetez au-dessus un institutionnel qui veut sortir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le LP-led, qui est l'essentiel du marché du secondaire. Vous avez une deuxième jambe qui s'est développée depuis 2010, qu'on appelle le GP-led. Donc là, c'est opération à l'initiative du GP. Le GP, c'est le General Partner, c'est le fonds d'investissement lui-même. Vous avez des opérations, en fait, on peut reprendre BNB qui est un bon exemple. Si le marché a été plus développé, on aurait pu faire ce genre d'opération. Quand on a vendu BNB, on savait exactement ce que l'autre fonds allait faire parce qu'on l'a revendu à un fonds. C'était la même stratégie. Il y avait encore un potentiel énorme en Allemagne, en Italie et même en Espagne. C'est ce qui s'est passé. Donc on aurait pu se dire, plutôt que de se séparer d'un actif qu'on aime bien, d'une équipe de management qu'on adore et qui est très performante, de le donner à un concurrent qui va faire un super deal, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de rester au contact de cet actif en sollicitant un fonds secondaire pour nous accompagner dans un fonds qui peut avoir un seul actif ou 2 actifs. Donc c'est ce qu'on appelle des fonds de continuation, sachant que nous, on va sélectionner des gens qui vont être sur ce créneau des sociétés que les fonds aimeraient garder tout le temps, entre guillemets, parce que ce sont des actifs très performants. Vous avez d'autres raisons de faire des fonds de continuation. Parfois, c'est parce que
vous êtes arrivé à la fin de votre fonds, vous avez encore 2 sociétés qui ont besoin de temps pour se développer parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, du coup, vous allez les transmettre dans un fonds de continuation pour ne pas avoir à étendre la durée de vie de votre fonds. Bon, nous, on se concentre vraiment sur des opérations qui vont être les pépites des fonds dont les fonds ne veulent pas se séparer. Ils vont les basculer dans un fonds de secondaire. Donc là, vous avez le fonds de secondaire qui va analyser l'opportunité et donc décider d'accompagner la croissance de cette société encore pendant quelques années. Donc du coup, quand vous êtes dans un fonds de secondaire qui, comme le fonds Arch Invest, que ce soit la première génération ou la deuxième génération qui va sortir courant octobre, vous êtes derrière des acteurs qui vont être diversifiés sur ces 2 jambes. Donc vous allez être dans des sociétés qui ont été acquises avec une décote, et en ce moment, comme on l'a dit, particulièrement importante, et dans des sociétés qui sont considérées comme les pépites par défaut. Donc effectivement, c'est un actif sous-jacent qui est quand même très intéressant. Alors, on voit bien l'avantage d'investir dans le secondaire, mais du coup, ça paraît presque fabuleux. On se dit, on arrive en cours de route, on a de la visibilité, en plus on achète avec une décote, donc finalement, c'est un peu génial. Est-ce qu'il y a des inconvénients malgré tout au secondaire ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, par rapport à un fonds primaire, la performance attendue peut être un peu moindre ou pas? J'imagine qu'il y a quand même des contreparties. Et si tu te doutes, sinon il n'y aurait pas, enfin, en tous les cas, le marché primaire, ça ne marcherait plus parce qu'il n'y aurait plus de primaire pour alimenter le secondaire. Non, effectivement, tu restes dans l'actif moins longtemps, tu achètes effectivement avec une décote, mais du coup, tu n'as pas forcément la même rentabilité. On s'attend sur les fonds nous qu'on sélectionne, qui sont établis depuis de très nombreuses années, qui sont des spécialistes. Ils ont rendu en moyenne, quand on prend les frais qu'on prend pour que l'investisseur puisse savoir ce qui arrive dans sa poche, autour de 12%. Aujourd'hui, compte tenu des décotes élevées, ces acteurs nous disent tu devrais atteindre 14-15% ou tu peux espérer atteindre 14-15% compte tenu du niveau de décote qu'on voit dans le marché. Et donc, on voit bien que sur une base historique normale, on est 12%. Peut-être que là, voilà, on peut faire mieux grâce à cet effet marché. Quand des fonds de primaire de très grande qualité, sur notre fonds à nous de primaire, net des frais, on vise pour l'investisseur 18%. Sur notre fonds américain, on est même à 20% de taux de rendement annuel. Donc oui, il y a une différence de rentabilité. Après, effectivement, c'est lié aussi à le profil de l'investisseur. Vous avez un investisseur qui est extrêmement aguerri au private equity, qui va peut-être connaître même les acteurs qu'on a sélectionnés. Certains ne sont pas toujours connus parce que ce sont des acteurs de niche, mais ils sont établis depuis 25 ans, mais il faut connaître ce métier d'intérieur. Ils sont sursouscrits, donc ils ne sont pas très visibles parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir grand monde. Ces gens-là, ils ont rendu autour de 30% net de rendement annuel depuis 20 ans ou 25 ans, ce qui est quand même incroyable. Quand vous connaissez cet écosystème, vous pouvez vous dire, je vais me faire une allocation diversifiée sur ces gérants, ce que nous on propose, et je vais prendre un risque que je considère, moi, investisseur aguerri, limité, parce que je suis serein sur la qualité de ces fonds à délivrer une performance. Et de toute façon, je sais qu'ils ne perdront pas mon argent parce qu'au pire, ils ont tellement eux à perdre que je sais qu'ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Quand vous êtes moins aguerri, vous dites, finalement, moi, je connais peut-être moins cet écosystème, je n'ai pas cette expérience. Si on me dit que je peux atteindre 12%, voire un peu plus, avec une visibilité sur l'actif bien meilleure, et il y a d'autres avantages que je n'ai pas évoqués, c'est la diversification, parce que ces fonds vont acheter donc, des portefeuilles de private equity. Donc très vite, il y a un effet multiplicateur où on peut se retrouver avec plus de 5000 sociétés dans le portefeuille, réparties entre l'Amérique du Nord et l'Europe, parce que c'est là que se font les opérations de LBO, avec plusieurs millésimes. On peut aussi lisser les cycles économiques, parce que vous pouvez acheter des fonds de plusieurs générations. Donc vous avez effectivement cette diversification qui est très intéressante. Et le troisième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que quand on investit en primaire, il faut être patient. La création de valeur se fait sur 4 à 5 ans, donc ça veut dire que le profil de l'investisseur, c'est quelqu'un qui va nous dire « Moi, je cherche un rendement le plus élevé possible, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin, donc je peux le placer à moyen long terme et puis je vais réinvestir toutes mes distributions pour me créer cet effet boule de neige pour ma retraite, pour une transmission, etc. » Le fameux re-up dont on parle. Re-up, exactement. Il y a d'autres profils qui vous disent « Moi, attendre 5 ans avant d'avoir le premier euro, c'est compliqué. » Quand vous êtes sur du secondaire, vu que vous avez des actifs beaucoup plus matures dans les mains des fonds, vous avez une vélocité du capital qui est beaucoup plus importante parce que du coup, vous pouvez avoir des distributions dès la première année. Vous pouvez très bien avoir un fonds de secondaire qui achète un portefeuille qui a déjà 3 ans et demi, 4 ans d'ancienneté. Et donc, 6 mois après, vous pouvez avoir des cessions par les fonds
sous-jacent parce que finalement, ce qui se passe au-dessus du fonds, ça ne le concerne pas. Lui, il a sa stratégie, sa roadmap pour créer cette valeur sur 4 à 5 ans. Et si le temps est venu de revendre l'entreprise, il va la revendre. Et donc vous, si vous êtes arrivé 6 mois avant, vous avez des distributions. Donc nous, notre premier véhicule, typiquement, on avait des distributions dès la première année. Donc vous allez pouvoir, entre guillemets, bénéficier de ces flux de trésorerie qui vont venir netter vos appels. Donc dans la vraie vie, vous allez pas toucher cet argent parce qu'on va vous dire tu pensais être appelé sur tel montant, mais sache qu'on a touché ça pour toi. On va te le tamponner. C'est pour ça qu'on dit qu'un des avantages des secondaires aussi, c'est que ça atténue l'effet courbe en J. Voilà. Donc la fameuse courbe en J, si tu veux juste en quelques mots. Alors la définition propre de la courbe en J, c'est sur la valorisation. Quand on est investisseur dans un fonds primaire et qu'on ne connaît pas bien, on a je peux dire qu'au bout d'un an, on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que la valorisation est inférieure à l'argent qu'on a engagé. Quand on reçoit son premier relevé, ça peut surprendre. Si personne vous a expliqué, vous allez vous dire « Ah mince, j'ai raté quelque chose ». En fait, pas du tout. C'est que la pratique de marché, c'est que pendant un an, la société qui a été acquise va être valorisée par le fonds au coût d'acquisition. Et vu que vous avez des frais, de facto, vous tombez en dessous de votre ligne de flottaison. Et puis ensuite, évidemment, à partir de l'année 1 plus 1 jour, vous allez valoriser sur des approches multicritères, y compris les multiples boursiers, mais pas que. Et du coup, vous avez une appréciation de votre part qui vient évidemment largement compenser vos frais. Et comme je le disais, sur des fonds parmi les meilleurs du marché, vous pouvez espérer, sur nos produits en tous les cas, atteindre, quand je parle de 18%, ça revient à peu près à 2 fois votre argent. Donc vous investissez 100 et puis les distributions cumulées peuvent vous amener à faire 200 000 euros sur un ticket de 100 000. Donc ça, effectivement, quand vous êtes dans du secondaire, vous ne le voyez pas parce que même si vous achetez avec une décote, vous êtes sur des sociétés qui sont déjà valorisées à un certain prix. Donc, votre investissement, il est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, vous n'avez pas cette angoisse de vous dire « Ah mince, j'ai déjà perdu de l'argent au bout d'un an. » Oui, clairement. Et ça, effectivement, c'est aussi quelque chose d'agréable parce que quand il faut expliquer à quelqu'un que dans un an, il sera en dessous de son coût d'acquisition, il peut se dire c'est quoi ce produit. Bon, voilà, il faut se dire que la création de valeur dans du private equity primaire, c'est long. Sur du secondaire, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Et c'est aussi pour ça que c'est une stratégie qui plaît énormément parce qu'elle finalement, elle coche beaucoup de cases pour des gens qui ne sont pas encore très familiers. Donc nous, on le voit un peu comme j'ai envie de dire, un produit primo-accédant au private equity où on commence à s'éduquer sur ce monde-là. Et puis après, certaines personnes se disent, en fait, j'ai compris, maintenant je vais aller chercher plus de rendement, j'ai du temps, donc je vais aller choisir des fonds, une sélection de fonds primaires. Ok, très clair. Je voudrais qu'on puisse parler maintenant, et je pense que ça sera un peu le dernier chapitre de ce podcast, c'est de ce que vous faites. Puisque là, on a parlé du marché, de l'intérêt d'aller sur ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'Arch Invest a lancé en 2025 son premier fonds de secondaire qui s'appelle Arch Invest Secondaire 1. Et il y en a un deuxième. Oui, c'était un peu plus tôt, vu que là, on va... Oui, il clôture là en septembre, parce qu'on enregistre en septembre. Ouais. C'était plutôt en fin 2024 même, que vous l'aviez lancé. Donc, il clôture normalement là d'ici la fin du mois, au moment où on enregistre ce podcast, puisqu'on est en septembre là... 2025. Il y en a un autre qui va ouvrir. Donc, ce que j'aimerais bien qu'on puisse dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est quelle est la stratégie qui a été menée sur ce premier fonds dans les grandes lignes, quelle est celle que vous prévoyez sur la deuxième, sachant que vous aurez tous les visas nécessaires pour pouvoir en parler au moment où ce podcast sortira. Donc, tu peux déjà donner un peu d'éléments que tu as. Les objectifs de performance, sachant que j'en profite pour rappeler, parce qu'on a parlé de TRI 18%, 12%. J'ai pas eu le réflexe tout à l'heure, donc je vais le prendre là. Toutes les performances qu'on annonce dans ce podcast sont des performances potentielles, elles ne sont pas garanties. Quand on parle de private equity, il y a un risque de perte en capital qui est quand même important. Il faut le souligner. Et c'est la raison d'exister de nous, professionnels de la gestion de patrimoine, notamment chez Willy Melly Gestion Privée, c'est de sélectionner les bons partenaires avec qui faire ça pour réduire évidemment cette part de risque, mais le risque existe et le rendement n'est pas garanti. Et nous, du coup, c'est le travail de sélection qu'on fait justement pour réduire ce risque. Voilà, exactement. Le travail que vous faites en premier lieu et nous, vous faites de travailler. D'ailleurs, on est partenaire d'Arch Invest et on est très fiers et très contents de l'être, puisqu'on connaît la qualité et la valeur des équipes qui composent la société de gestion. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce premier, mais qui va clôturer donc, dans les grandes lignes de ce qui a été prévu, mais surtout le deuxième à venir, de l'ADN et de la compétence d'Arch Invest et la légitimité des équipes sur ce marché.
Oui, donc sur la légitimité, c'est ce qui fait qu'on a créé Archinvest, c'est qu'on est 3 cofondateurs qui venons de cet écosystème, on est investisseurs dans des grands fonds internationaux depuis chacun près de 25 ans. Donc ça nous permet évidemment de nouer des relations avec des fonds qui parfois sont très difficiles d'accès. Vous avez des fonds qui sont sursouscrits, il faut se battre pour rentrer dans ces fonds. Et donc nous, on est légitime, on peut aller chercher des fonds aux États-Unis qui parfois sont même pas commercialisés en Europe parce qu'il y a déjà assez d'argent aux États-Unis et parce que j'ai fait près de 20 ans chez Carlyle, évidemment c'est leurs voisins aux États-Unis, la relation se noue naturellement et on leur explique ce qu'on fait et ce qu'on peut leur apporter en Europe qui n'est pas forcément leur focus, et c'est comme ça qu'on a eu des fonds iconiques comme Thomas Bravo qui ont accepté d'être distribués par nous. Sur le secondaire, donc comme je disais, nous il y a 3 stratégies aujourd'hui qu'on considère pertinentes, du primaire, du secondaire, de la dette privée, et à chaque fois en fait, avant de relancer un fonds 2, on se pose la question de est-ce que c'est toujours pertinent. Bon, le primaire, j'ai envie de vous dire, on en fera tout le temps, c'est la pierre angulaire du private equity. Le secondaire, c'est une stratégie qui a énormément de succès, qui s'est beaucoup développée. Comme j'ai dit, en 2000, c'était 0. En 2025, c'est 150 milliards et on pense que ça peut atteindre 500 milliards en 2030. Donc, c'est une stratégie qui va continuer à se développer, qu'on aime beaucoup et il n'y a aucune raison qu'on ne la propose pas à nouveau à nos partenaires, sachant que, comme je disais, c'est un très très bon produit pour se mettre le pied à l'étrier sur le private equity. Donc, la façon dont ça se passe, c'est que nous, on a une grille d'analyse pour aller sélectionner les gérants. Donc on a des filtres. Parmi ces filtres, ça va être des fonds établis depuis de nombreuses générations, donc qui ont démontré sur longue période qu'ils savaient créer de la valeur, donc des gens qui en sont à leur génération 3, 4, 5, parfois 10, donc qui nous ont montré que ils savaient créer de la valeur sur longue période, ou ça peut être des équipes dont on a été extrêmement proche. Là, dans notre fonds 2, il y a un fonds qui lève sa 3e génération, mais moi j'ai travaillé avec ces équipes-là, donc je connais vraiment cette marque de l'intérieur. Donc des gens souvent qui, là il n'y a pas de problème de diversification parce qu'on est sur des milliers de sociétés, mais sur du primaire par exemple, on prendrait des fonds à plus d'1 milliard pour avoir une diversification des sociétés sur plusieurs géographies et plusieurs produits. Évidemment des fonds qui font partie du premier quartile, donc on va regarder parmi les fonds dans ce segment de marché, sur des millésimes comparables, quels sont ceux qui se sont le mieux comportés. Des fonds évidemment dans lesquels on est rassuré sur la stabilité de l'équipe de gestion, qui est un point fondamental. Quand on accompagne des fonds de private equity, on investit derrière une équipe. Si je te sélectionne un fonds qui a 3 super millésimes et que j'oublie de te dire que l'équipe risque de partir pour monter son propre fonds, tu vas me dire c'est super, on est passé à côté de l'essentiel. Je me moque pas mal de la performance qu'elle a délivrée dans le passé, vu que c'est pas elle qui va investir mon argent, et tu auras raison. Tu te doutes bien, quand on interviewe ces équipes, ils vont pas nous dire « Ah oui, sache que dans 6 mois, je pars avec la moitié de l'équipe pour monter mon propre fonds », ce qui arrive aux États-Unis parce que certains ont beaucoup de succès, ils se disent « À la fin, on en a marre de travailler pour les partenaires, les fondateurs, on va le faire nous-mêmes ». Donc c'est à nous, parce qu'on connaît cet écosystème de l'intérieur, de se faire une idée sur oui, la dynamique de l'équipe est bonne, oui, les économiques sont bien partagées, ils travaillent bien ensemble, il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. On ne dit pas qu'on se trompera jamais, évidemment, parce que ce sont des décisions personnelles, mais tu te doutes bien que quand tu connais un écosystème de l'intérieur, tu te trompes moins que quand tu débarques. Moi, demain, tu me demandes de t'aider sur une sélection de fonds actions, je ne connais pas l'écosystème, statistiquement, je vais me ramasser, c'est sûr. Peut-être pas au début, j'aurai peut-être la chance du débutant, mais je vais me tromper. Là, en fait, nous, on aura accès à des informations auxquelles d'autres qui n'ont pas fait ce métier n'auront pas accès. Et c'est fondamental, parce que là encore, c'est une équipe. Un fonds action, j'ai presque envie de te dire, c'est moins grave parce qu'au pire, c'est liquide, tu peux peut-être prendre tes billes et puis les remettre ailleurs. Le private equity, une fois que tu es dans le fond, tu es dans le fond pour la durée de vie du fonds. Donc si l'équipe s'en va, tu restes dans le fond et puis tu espères que la nouvelle équipe sera bonne. Donc c'est pas évidemment ce qu'on veut proposer à nos investisseurs, c'est de la sérénité, des gens qu'on connaît, qu'on aura challengé, où on aura fait des reference checks qui nous confirment que oui, la dynamique est bonne. On ne peut pas connaître évidemment toutes les équipes de private equity d'Ather, tu t'en doutes. Quand tu vas aux États-Unis, c'est un marché extrêmement profond, donc personne ne connaît toutes les équipes. Donc nous, on va s'adosser à des gens qui travaillent avec elles, qui peuvent nous renseigner là-dessus. Mais c'est aussi parce qu'on a fait ce métier qu'on est légitime pour leur parler, sinon tu te doutes bien que si tu appelais en disant j'ai vu de la lumière, il ne se passerait pas grand-chose. On va évidemment aussi sélectionner des équipes qui croient dans leur business model, donc qui vont investir lourdement dans leur fonds parce qu'ils se disent c'est le meilleur endroit pour investir mon argent. Et donc une fois qu'on a fait ça, on arrive à une sélection de fonds qu'on avait faite sur le premier millésime avec Alpinvest, Glendower, Bex. Alpinvest, c'est une filiale de Carlyle qui est établie depuis 2000,
donc évidemment moi je les connais très très bien de l'intérieur, qui est un pionnier du secondaire. Glendower a été racheté par CVC il y a quelques années, et puis Beck c'est une très très belle initiative française qui a eu beaucoup de succès, qui s'est développée à l'international. Donc sur ce millésime-là, on était sur à peu près 5000 sociétés sous-jacentes et on visait 12% avec un potentiel, comme je disais, de monter plutôt à 14-15 compte tenu du niveau des décotes. Le nouveau millésime, on va avoir Blackstone qui lève son fonds 10 sur cette génération, Neuberger et Effin. Neuberger doit lever sa génération 6 et Effin sa génération 3. C'est un mix de fonds qui vont être plus gros et de fonds qui vont être un peu plus agiles. Des fonds qui vont être soit 50-50 sur les deux stratégies qu'on a évoquées, donc rachat de portefeuille avec des cotes et rachat de sociétés parmi les meilleurs actifs des fonds, donc 50-50 pour Neuberger. Le fonds de Blackstone est plutôt un fonds axé sur le LP-led, donc le rachat de portefeuille avec des cotes, et le fonds Effin est 100% GP-led, donc eux ils vont identifier les petites pépites pour maximiser le rendement. Et donc une fois qu'on a cet assemblage, donc du coup très complémentaire, on vise là aussi à peu près 12% sur la base de l'historique. Donc là encore, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, mais sur la base de l'historique, on vise 12% avec toujours cette possibilité de rendre plus, parce qu'on a encore aujourd'hui accès à des décotes qui sont particulièrement importantes parce que le marché n'est pas encore vraiment dégelé. Donc sur le rythme d'appel de fonds, on a un peu de visibilité sur les premiers... Alors c'est toujours à peu près 4 ans d'appel. La particularité du secondaire, c'est que souvent les fonds appellent moins que le montant signé sur le bulletin. Dans un fonds primaire, vous pouvez être appelé pour certains fonds à 100%, pour d'autres 95, 96. Dans un fonds de secondaire, ça peut varier autour de 65-70% net. Pourquoi ? Parce que vous avez en brut moins d'appels. Si vous avez par exemple 85% d'appels bruts, quand vous nettez les distributions qui arrivent pendant les appels de fonds, c'est ce que les fonds vont faire. Ils vont vous dire je ne vais pas t'appeler le brut et te distribuer de l'argent. On va netter ton appel. Vous arrivez, ça dépend des générations, mais entre 60-65% d'appels nets. Donc ça aussi, c'est un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a deux conclusions qu'on peut tirer à ça. C'est que sur un fonds secondaire, diversifié comme le nôtre, si vous voulez investir 100 000, 200 000, 300 000, avoir 100 000, 200 000, 300 000 au travail, il va falloir que vous investissiez plus, entre guillemets, que vous signiez un bulletin plus élevé. Vous divisez par 0,6, 0,7 en fonction de la marge de manœuvre que vous voulez faire. Sinon, vous allez être déçu. Et certains investisseurs, au début, étaient venus nous voir. Ils avaient dit moi, je ne connaissais pas le secondaire. J'ai investi chez quelqu'un d'autre. À l'époque où on n'était pas encore lancé. On ne me l'avait pas dit. J'ai mis 100 000. Et puis, finalement, au bout de 3 ans ou 4 ans, j'ai dit en fait, excuse-moi, quand est-ce que tu m'appelles les 40% restants ? Parce que là, tu m'as appelé que 60%. Et on lui a dit non, c'est fini. Il a dit comment ça, c'est fini ? Oui, en fait, j'ai netté tes appels sur tes distributions et il ne le savait pas. Donc, il était frustré. Donc, il faut le savoir. Mais inversement, quelqu'un qui vous dirait j'ai peut-être pas 100 000 euros là, de visibilité sur 4-5 ans, on va lui dire fais pas de primaire parce que là tu risques de prendre le mur, mais si tu as un petit peu de marge de manœuvre et que tu as 70 000 euros à 4 000, 5 000 euros près, tu peux t'engager sur un fonds secondaire parce que statistiquement, sur plusieurs millésimes, ça n'a jamais dépassé 60%. Et l'autre intérêt que je vois au private equity, aussi pour les clients potentiels qui nous écoutent, et ça c'est plutôt ma casquette de conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'on peut les souscrire en nominatif pur, mais on peut aussi les loger dans les contrats assurance vie droit luxembourgeois, ce qu'on fait de plus en plus nous avec nos clients, ce qui permet à la fois d'avoir un outil, un sous-jacent performant, ou en tout cas avec un couple rendement-risque très, très intéressant, tout en étant dans une logique d'ingénierie patrimoniale et de transmission et tous les avantages que peut procurer l'assurance vie. Et donc ça, ça en fait aussi un vecteur, c'est un argument de plus pour l'entendre dans une stratégie de diversification, en plus du côté performant. Effectivement, c'est peut-être un point qu'il faut rappeler. Tous nos produits sont accessibles au travers de 4 canaux, soit en direct, soit au travers d'une holding, donc une personne morale, soit dans un compte titre, soit au travers de l'assurance vie luxembourgeoise. On n'est pas dans l'assurance vie française pour une raison principale, c'est que l'appel de fonds est immédiat. Donc évidemment, vous n'avez pas les mêmes retours, contrairement à l'assurance vie luxembourgeoise qui réplique finalement le direct où vous avez des appels de fonds différés. Là, l'assurance vie française, si vous engagez sur 100 000, on va vous appeler 100 000 et puis après, évidemment, vous n'avez pas la performance qui
est la même parce que vous n'avez pas pu déployer ces 100 000 dans les mêmes conditions. Et souvent, la qualité des fonds qui sont proposés dans l'assurance vie française est différente. Nous, le positionnement d'Arch Invest, c'est clairement un positionnement haut de gamme. Donc, effectivement, on passe à côté du gros du marché qui va être l'assurance vie française, mais c'est un choix. Nous, on est là pour proposer des solutions sur mesure à des investisseurs pour accompagner nos partenaires en fonction du profil de risque-rendement attendu par le client et de son appétence pour la liquidité. On va pouvoir lui proposer, comme je disais, soit du LBO primaire en Europe ou aux États-Unis s'il veut investir sur du dollar, du secondaire, de la dette privée, donc avec évidemment des profils de cash flow différents, des prises de risques différentes. Et c'est ça qui fait notre ADN, c'est qu'on est vraiment, on a vraiment une offre sur mesure. Et à côté de ça, on n'a parlé que de fonds, mais on a aussi des fonds uniques pour des gens qui sont plus sophistiqués, qui veulent investir plus d'argent, qui vont se faire une diversification au travers de feeders. Donc là, on est derrière un seul gérant. Et on a même un fonds de co-investissement où parce qu'on est investi dans ces grands fonds et qu'on a fait ce métier, ils savent qu'on est très réactif parce que, évidemment, revoir des opportunités d'investissement, c'était notre métier. Et donc, vous avez des fonds qui proposent des opportunités quand ils achètent une société. Il y a une partie du capital qui vont dire, bon, bah, on ne l'investira pas dans du fonds, on le proposera à nos investisseurs sans frais, sans caride. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, on a ces opportunités qu'on peut revoir et dans lesquelles on peut rentrer avec, évidemment, moins de frais, moins de caride. Donc, pour des gens qui cherchent des opportunités moins chères sur des fonds qui sont souvent plus concentrés, donc des gens souvent qui ont plus d'expérience sur le private equity, on a ce produit qui plaît beaucoup du coup au high net worth. Eh ben, on est très content. Donc toute cette offre est accessible par notre intermédiaire, puisque chez William et les gestions privées, on est ravis de vous compter parmi nos partenaires. Et donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le private equity, en description de ce podcast, on mettra un lien vers le guide destiné aux investisseurs du private equity que nos équipes ont pris le temps de rédiger. Si tu veux dire un mot de la fin, c'est le moment, parce que je pense qu'on a fait plein le tour du sujet. Si tu as quelque chose qui te passe par la tête, sinon, mais en tout cas, c'était vraiment un échange très riche. Je pense qu'on a matière à faire. Les gens seront ravis de pouvoir entendre ça. Mais si tu as un mot de la fin, il est à toi. Non, peut-être déjà un grand merci de m'avoir reçu. Moi, je pense que c'est une classe d'actifs effectivement qui peut faire peur au début parce que c'est un peu opaque. Ce genre de discussion permet effectivement de démystifier le private equity. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce métier, c'est vraiment accompagner une aventure humaine. Vous allez accompagner une équipe de management, que vous soyez au niveau primaire ou secondaire, c'est la même chose. Vous êtes derrière des équipes de management qui sont passionnées par leur métier et qui fabriquent un service ou qui fabriquent un produit, ou qui offrent un service. Et donc, vous allez les accompagner pour transformer ces entreprises, les rendre plus performantes et créer de la valeur dans l'économie réelle. Donc, c'est ça qui est quand même assez fascinant. C'est une histoire d'homme. On n'est pas sur un produit technique, un produit froid. On est vraiment sur une aventure humaine pour créer ces champions qui parfois sont des acteurs locaux ou français qui deviennent des champions européens, voire mondiaux. Et dans un environnement où on parle d'investir dans l'économie réelle et tangible, investir dans le private equity, c'est investir dans l'économie réelle et tangible. Merci Pierre-Olivier. Merci Jérémy. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.